Tous les ingrédients étaient en place pour réussir dans ce mariage, dans cette union. Elle était magnifique. Pour moi, c'était une très belle cérémonie. À un moment donné, il y a quelqu'un, une personne que je ne connais pas, qui m'envoie par un messenger « Ton épouse te ment depuis que tu l'as rencontrée la première fois à Pondichéry ». Et là, je suis effondré. Je m'appelle Isidore. Suite à mon mariage, j'ai été arnaqué de 50 000 €. En 2021, je pars en Inde pour un projet humanitaire. Je me promène dans un des quartiers de Pondichéry. Et là, d'un coup, il y a un rayon de soleil. Alors cette jeune fille, elle s'appelle Yasmina. On se lie d'amitié. Très rapidement, elle veut qu'on fasse des activités, qu'on puisse visiter des choses, passer ses journées avec moi. Et elle s'arrange même pour prendre régulièrement des jours de congé pour pouvoir aller au restaurant, visiter les temples. On fera ça pendant au moins une bonne semaine. Moi, fatalement, je ne suis pas indifférent à son attachement parce qu'elle est très tactile, elle me donne la main, elle se colle à moi. Il y a aussi une différence d'âge qui est là. Elle a 22 ans, moi à ce moment-là j'en ai 55, donc il y a 33 ans d'écart entre elle et moi. Alors je vois la précarité dans laquelle elle vit et dans laquelle ses parents sont, donc je décide de financer des travaux d'aménagement de la maison, de remettre un espace de douche. Enfin, tous les travaux pour améliorer la condition, jusqu'à même à mettre l'électricité. Et tout ça, je le fais avec mon argent personnel. Au fur et à mesure, nos discussions étant de plus en plus intenses, je lui fais comprendre les sentiments que j'ai pour elle. Et elle était enchantée, elle dira qu'elle veut vivre avec moi, qu'elle veut faire sa vie avec moi et qu'elle viendrait même en Belgique s'il fallait. Après, je lui ai proposé en effet le mariage et je remets alors sur la table la question de la différence d'âge. Je lui dis, si on se marie, les premières choses, c'est fatalement de vivre ensemble. Je lui dis aussi, pourquoi pas avoir des enfants. Dès lors, je lui dis, réfléchis bien, et donc je lui laisse un peu de temps pour réfléchir. Quelques semaines plus tard, elle me confirme qu'elle est d'accord de se marier. Tous les ingrédients étaient en place pour réussir dans ce mariage, dans cette union, et à aucun moment je peux imaginer qu'il pourrait y avoir autre chose. Je demande qu'elle fasse la liste des personnes qui seront invitées, et je me rends compte que la liste est très, très courte, très, très short. Normalement, dans un mariage indien, il y a toujours beaucoup de monde. Alors ça me semblait bizarre, mais je me dis oui, c'est plausible. Finalement, vient le mariage. Pour moi, c'était une très belle cérémonie. Elle était magnifique. J'étais aux anges, elle était souriante. Et finalement, on est mariés. Je veux l'embrasser. Elle se retourne, je lui donne à peine un bisou. Et en fait, elle dit qu'elle est gênée et qu'elle ne veut pas le faire, ça, devant ses parents. Donc, je me dis, ok, d'accord. Donc, je le prends encore sur moi, je l'accepte. Après la cérémonie, on devait passer le temps uniquement nous deux, mais bon, on s'est retrouvés à 3. Elle, lui et moi. Alors Paul Rache est un ami de Yasmina, qu'elle connaît depuis 6 ans. Tout au début que je l'ai rencontré, j'ai demandé à Yasmina s'il y avait un lien entre eux. Elle m'a certifié qu'il n'y avait rien du tout. C'était une très grande amitié, donc voilà, j'avais pris contenance ce qu'elle me disait. À l'hôtel, alors que cette seule Jasmine devait venir dans ma chambre pour notre nuit de noces, on se retrouve à
à Troyes, j'étais mal à l'aise parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce gars-là? Il n'avait pas sa place dans notre chambre. Alors elle avait pris comme excuse, je ne peux pas rester avec toi parce que ma maman a des difficultés pour prendre ses médicaments, et donc il faut que je rentre. Et lui était là, il l'a raccompagné chez ses parents. Le surlendemain, je dois repartir en Belgique. Elle est venue me raccompagner à l'aéroport avec toujours son ami Paul Rache. Donc lorsque je rentre en Belgique, je lui explique que je vais lui envoyer tous les dossiers pour le regroupement familial, afin qu'elle puisse me rejoindre et venir habiter en Belgique. Au mois d'octobre de l'année 2022, le visa est accordé. Donc elle arrive en Belgique et je suis très très heureux, après presque un an d'aller-retour, de procédures. Enfin, elle est à la maison. Donc je lui avais offert un beau bouquet de fleurs. Et dès le début, je vois bien que ça ne va pas. Elle est encore plus distante qu'elle ne l'était. Je me dis, laissons-lui le temps pour qu'elle prenne ses marques. Et je l'entends parler toujours au téléphone. Et quand je vais la voir, elle ne me parle presque pas. À peine si elle me dit bonjour. Et puis je la vois pleurer. Je lui demande, tiens, pourquoi est-ce que tu pleures? Mon pays me manque, ma famille me manque. Tout dégringole lorsque Jasmine me dit à un moment donné qu'elle veut retourner en Inde. Alors, je ne comprends pas. J'accepte et voilà, je réserve le billet d'avion. Elle m'envoie un premier message quand elle arrive en Inde pour dire qu'elle est bien arrivée. Et puis un deuxième message pour me dire qu'elle a demandé le divorce. Pour moi, c'est le choc. C'est le choc. Et je suis dans le questionnement de me dire, mais pourquoi tout est trop rapide? Le 16 juin, il y a une personne que je ne connais pas, qui m'envoie par un Messenger, ton épouse te ment depuis que tu l'as rencontrée la première fois à Pondichéry. Elle m'envoie une photo des fiançailles de Yasmina et de Paul Rache. Et là, je suis effondré. Et puis je regarde encore mieux que ça, sur la photo, et je vois la date des fiançailles. Et je vois que les fiançailles ont eu lieu 4 mois exactement après notre propre mariage. Et elle avait fait ça en grande pompe, avec une trentaine d'invités dans une salle. Et au final, quand je ferai l'analyse de tout, il apparaîtra aussi que c'est moi qui ai payé, sans le savoir, leurs fiançailles, la location de la salle et le repas des invités. Et j'ai été anéanti par les révélations que la personne anonyme m'a envoyées. Ce que je vais faire, c'est simplement que je vais organiser mon propre voyage sans qu'elle sache un mot. J'arriverai à Pondichéry et je commencerai à faire mon enquête, à engager des avocats. Jasmine, en fait, m'a trompé, m'a humilié. Au cours de mon enquête, qui va durer quelques mois, je ferai un calcul de ce que ça m'a coûté. J'en arriverai à un montant total de 50 000 €. Aujourd'hui, l'enquête, elle patine un peu parce que la police met beaucoup de temps pour faire le dossier. Elle avait déposé plainte contre moi en m'accusant de l'avoir violée, de l'avoir achetée à son père pour 5 000 roupies, de l'avoir vendue à la prostitution indienne, de l'avoir vendue à la prostitution belge, de l'avoir séquestrée pendant 20 jours, un délire total qui ne tient même pas la route. Il n'y a aucun élément tangible, et d'ailleurs elle n'apportera aucune preuve de ces faits. J'ai vendu d'abord, première fois, ma toute nouvelle voiture pour l'aider financièrement. Dernièrement, j'ai dû vendre ma maison
parce que j'avais déjà mon crédit hypothécaire, j'avais un crédit personnel, plus un crédit pour elle. Mon seul espoir, c'est que la police fasse son travail d'investigation. J'ai engagé un détective, j'ai 2 avocats. C'est mon cœur qui a parlé, peut-être un peu trop vite, et que j'en suis le premier peut-être fautif aussi. Et voilà, les conséquences, je les assume. Je suis obligé de rester debout et je suis prêt à me battre pour dénoncer cette supercherie, cette arnaque au mariage dont je suis la victime. Ouais. C'est l'homme de ma vie. Et une nuit, il s'en va du coup sur une intervention. Notre vie va totalement changer. Il est mort. C'est impossible, on a 28 ans, ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc j'appelle l'assistante sociale et elle me dit, écoute Émilie, il existe le mariage posthume. Je peux pas me marier avec un mort, enfin, c'est étrange. Et là je prends conscience, donc je me dis, je vais me marier avec une chaise quoi. Je m'appelle Émilie Lassus-David et je me suis mariée avec un mort. Je rencontre Jonathan lorsque j'ai 15 ans. Quelques mois après, on se met ensemble. On grandit ensemble. Je pense qu'on se complétait parfaitement. Et l'année de nos 25 ans, la famille se concrétise avec la naissance d'Anaïs. Une relation très fusionnelle. C'est évident pour nous qu'on fera le reste de notre vie ensemble. Quelques mois plus tard, on décide de nous paxer. Je tombe à nouveau enceinte. Jonathan est ravi, sauf qu'un mois plus tard, notre vie va totalement changer. John est en pied de Paris et une nuit, il est 4h du matin, il s'en va du coup sur une intervention. Et arrivé sur l'intervention, il s'aperçoit qu'au sous-sol, il y a un feu de parking souterrain qui s'est enclenché. C'est un feu qui va durer 35 heures. Et entre-temps, il ne va pas aller recharger sa bouteille d'oxygène comme le font les autres. Et donc il va manquer d'air plus rapidement. Une équipe interviendra une quinzaine de minutes plus tard, va le trouver au sol. Moi, tout ça, je ne le sais pas. Je suis en train de dormir et on tape à ma porte. Et donc je me lève et instinctivement, j'ai quand même une boule au ventre en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ouvre la porte et je vois 2 pompiers. Le capitaine me dit « Son cœur s'est arrêté, on a dû le réanimer. Il est parti à l'hôpital, mais c'est grave. » Et là, le monde s'écroule autour de moi. Une fois arrivée à l'hôpital, je rentre dans la chambre. Et là, je prends conscience que c'est grave. Il est sous respirateur. Je m'approche de lui et je lui dis, je t'avertis, peu importe le temps que ça dure, il faut que tu te réveilles. Tu m'as promis, tous les deux, jusqu'au bout. Et là, John ouvre les yeux, il me regarde et je lis dans ses yeux, je suis désolée. Et là, il se met à pleurer. Et moi, je lui dis, mais non, t'inquiète pas. Ça va aller, je suis là. Je vois le médecin derrière et le médecin me dit je crois qu'il vous a dit au revoir. Mais c'est impensable pour moi. C'est impossible, on a 28 ans, ça fait 13 ans, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et le décès est prononcé, il est déclaré mort pour la nation. Et je suis amenée à choisir le cercueil, tout ce qui est cérémonial autour et qu'on n'imagine pas faire à 28 ans. Et 2 jours plus tard, il sera enterré sur ces terres, comme il le voulait. Un papier pour m'informer que notre pacte s'est dissous. Et là, c'est une montée d'angoisse. Je suis enceinte, je vais accoucher. Est-ce que ça change quelque chose pour le bébé qui va naître ?
Donc j'appelle l'assistante sociale et elle me dit « Écoute Émilie, il existe une procédure qui s'appelle le mariage posthume. C'est un mariage qui a lieu après le décès. Et elle me dit « Tu verras, ton enfant sera reconnu automatiquement comme le fils de John. » Concrètement, c'est un dossier à monter qui fait, le mien fait 300-400 pages. Je me dis « Mais c'est étrange de devoir déballer toute notre vie comme ça pour assimiler en disant « Oui, regardez, il m'aime. » Ah, mais il m'a écrit plein de lettres. Prenez-les, il m'aime. On m'explique qu'il va être envoyé d'instance en instance et qu'il va être finalement validé par le président de la République qui donnera son aval et que ça validera le mariage. Et là, je vois que l'assistante sociale marque un temps de pause et elle me dit par contre, Émilie, ça reste un mariage et il y a une cérémonie obligatoire. Je lui dis, comment ça, une cérémonie? Je ne peux pas me marier avec un mort. Enfin, c'est étrange. Là, je me dis, bon, ben, allons-y, de toute façon, j'ai pas d'autre option. Je pense que je réalise pas vraiment. Et je me dis, ok, on va être une famille, et tous les trois, on va porter le même nom, on va porter son nom. Nathan naît. Le jour du mariage, je suis pas heureuse parce que c'est le vide. J'arrive devant la mairie, je vais monter avec mon papa et je le sens très tendu et très triste. Aucun papa s'imagine amener sa fille à un mariage où il n'y aura pas de mari. Donc on monte tous les deux et donc il déclenche la musique. Et au moment où j'arrive, il faut s'imaginer une allée de pompiers avant que je vois la salle. Ça représente une centaine de personnes puisque la salle est pleine. Au loin, je vois mes témoins, je vois nos deux chaises à Jonathan et moi. Et j'avance et en fait, pour pas fixer cette chaise, je cherche un peu les gens que je connais du regard, en essayant de sourire un petit peu. Et en fait, en regardant les gens, je vois, ils sont tous en train de pleurer. Et donc, je prends place à ma place, je m'assieds et en m'asseyant, j'avais déjà dans la main un gant, John et son petit bonhomme porte-bonheur, que je pose sur la chaise symboliquement pour me dire qu'il est un peu là. Et je m'aperçois que nos témoins respectifs les plus proches sont en larmes aussi. J'écoute ce que dit le maire, son texte est très émouvant et très gentil. Et le maire n'est pas resté derrière le bureau, il a fait le tour. Il s'est mis à côté de moi, comme si c'était Jonathan. Il m'a dit « Est-ce que vous le voulez ?» Donc j'ai dit « Oui, je le veux ». Et il s'est tourné comme si c'était évident. Et il m'a mis les alliances comme s'il parlait pour Jonathan, en fait. Je pense que c'était aussi pour faciliter, quand même, puisque honnêtement, c'est quand même très difficile de se marier à une chaise. De lui-même, le maire, en fait, me prend dans ses bras. Je me tourne rapidement vers les gens, je vois, il sourit. Je savais que le cérémonial allait être très compliqué et je voulais que l'après adoucisse tout ça, en fait. Et j'avais organisé un lâcher de ballon pour envoyer à John, pour le petit rappel quand même, parce qu'il n'est jamais bien loin. Ouais, celui-là, il va. Regarde, il part. Pas de moi partir. Bisous Johnny. Mes amis m'ont fait une houla avec mon papa au bout, je me rappelle très bien, en me disant ben voilà, t'as réussi. On a fait la fête, c'était très nous. Le lendemain, je me réveille, je vois la bague, je me dis bon, ben, ta vie repart normalement, il n'y a pas de lune de miel. Je me sentais seule au monde. J'avais un peu l'impression que ça s'arrêtait alors que c'était juste la procédure qui s'arrêtait. Et Nathan a eu ses papiers en octobre 2022, donc à plus de 4 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, tous les trois,
On existe tous au nom de Jonathan. Même encore aujourd'hui, 5 ans et demi après, je ne me remarierai pas. C'était lui. Enfin, ça m'empêche pas de poursuivre ma vie, d'aimer à nouveau. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'était... John, c'est mon évidence. Ce qui me raccroche, même encore, c'est de me dire qu'il existe un après et que je le retrouverai quelque part. C'est sûr. Tu m'as offert une éternité dans un nombre de jours limité. Mais moi, mon histoire, c'est totalement ça. Il est parti avec un bout de moi et je suis restée avec un bout de lui. Ma fille, elle naît le 1er juin 2017. Tout de suite, je la prends dans mes bras, donc on va dire que la connexion se fait instantanément. Et voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Au bout de 3-4 mois, alors que tout se passe bien, je découvre que ma fille commence à devenir métisse et avoir des cheveux crépus. Moi, je suis blanc, sa mère, elle est blanche. Je me dis que c'est pas possible, quoi. Ça me fait vraiment un choc et j'ai l'impression d'être assommé, quoi. J'ai l'impression que tout s'écroule, quoi. Je m'appelle Charles et à 4 mois, j'ai découvert la vérité sur ma fille. En 2016, je suis sur Facebook, je tombe sur ce profil et vraiment une très belle femme, élancée, très classe, donc je décide tout simplement de l'ajouter. On commence à parler, il y a un feeling qui se fait assez rapidement parce qu'on a les mêmes envies. Elle me dit qu'elle est infirmière, qu'elle gagne bien sa vie. De fil en aiguille, il y a une complicité qui se crée et on décide de se voir tout simplement. La première rencontre, forcément, elle est magique parce que déjà, physiquement, c'est une très belle femme. Tout se passe naturellement, donc tout débute très très bien. Au début, c'est vrai que je lui faisais la confiance les yeux fermés parce que je suis quelqu'un d'assez naïf. Et assez rapidement, j'ai découvert des petits mensonges. Alors déjà, j'ai vu qu'elle adorait plaire, elle se mettait en avant alors qu'elle m'a dit qu'elle était plutôt de nature discrète. Je voyais beaucoup d'argent en liquide, donc forcément une infirmière, ça n'a pas forcément d'argent liquide. Et puis après, je me suis rendu compte assez vite que finalement elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. J'ai pris son téléphone portable parce que j'avais des doutes. Et j'ai vu qu'elle avait des messages de bar à champagne et ce genre de choses, quoi. En fait, elle m'avoue qu'elle était Sarah, escorte de luxe. Elle n'était pas Sarah infirmière, la femme dont j'avais rêvé. Quand je la confronte, finalement, elle nie pas la vérité, quoi. Elle dit oui, c'est vrai, mais voilà, j'avais honte de le dire. Et elle se sent un peu bête, quoi. Elle a envie de rester avec moi, elle me fait des déclarations enflammées, elle me dit que c'est vraiment moi la personne avec qui elle a envie d'être, qu'on a loué quelque chose de fort. Et forcément, malgré tout, ça me fait quand même réfléchir, quoi. En fait, je lui ai demandé d'arrêter ses activités, je lui ai pas laissé le choix parce que sinon c'était la fin de la relation. Finalement, on décide de se laisser une chance quand même, malgré le mensonge, et de repartir sur une base de vérité. Et j'arrive à lui faire entreprendre des démarches pour trouver un travail. Et donc du coup, on va dire que l'avenir, on va commencer à parler d'avenir à ce moment-là. Assez rapidement, on décide d'emménager ensemble. En fait, mon rêve, c'est d'être papa. Ça pouvait arriver, quoi. Je me suis toujours dit, de toute façon, dans ma vie, que ce soit avec elle ou n'importe qui, si ça arrive, et on prendra la décision en fonction de ce qui se passe, quoi. Au bout de 1 an de relation, elle m'annonce qu'elle est enceinte. À ce moment-là, je suis le plus heureux des hommes, parce que c'était mon rêve. Finalement, la situation, elle est stabilisée, je me sens bien avec elle. Donc je me dis que vraiment, on est parti pour toute notre vie ensemble, quoi. Ma fille, elle naît le 1er juin 2017. Il y a énormément d'émotions. Tout de suite, je la prends dans mes bras, donc on va dire que la connexion se fait instantanément. Et voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Le fait d'être papa pour la première fois, c'est une fierté, c'est un accomplissement personnel, et ça donne aussi un sens à ma vie, tout simplement. Au bout de 3-4 mois, alors que tout se passe bien, je découvre que ma fille commence à devenir métisse et avoir des cheveux crépus. Ça me fait vraiment un choc parce que je me dis que c'est pas possible, quoi, parce que moi je suis blanc, elle est blanche, moi j'ai pas d'antécédents dans la famille, elle a priori non plus. Quand je commence à avoir des doutes, j'en parle à ma compagne, mais elle me dit que je suis fou, elle me dit que
que c'est n'importe quoi, enfin, elle me fait passer pour un fou, quoi. J'essaie encore de trouver on va dire des excuses ou des solutions pour me dire que en fait, ce que je vis, c'est pas vrai. Je me dis que peut-être je me trompe et peut-être que c'est un hasard aussi. J'ai pris quelques semaines de recul par rapport à la situation et du coup, elle part chez ses parents et moi, pendant ce temps-là, en fait, j'envoie un test ADN parce qu'en fait, en France, c'est pas légal, hein, donc il faut le faire à l'étranger et j'envoie ça en Angleterre. Le résultat arrive. Effectivement, il s'avère que c'est pas moi le père de l'enfant, quoi. Quand je découvre ça, c'est un choc, je commence à pleurer. Moi, je suis tout seul, quoi, quand je reçois les résultats. Et j'ai l'impression d'être sur le canapé et j'ai l'impression d'être assommé, quoi. J'ai l'impression que tout s'écroule, quoi. Elle m'avoue qu'Eleanor est la fille d'un de ses clients. Enfin, c'est ce qu'elle pense, en tout cas. Je suis assez choqué. D'un autre côté, je me dis que c'est mieux parce que je me dis que si c'est un de ses clients, il va jamais chercher après, quoi. Je me dis qu'il va peut-être même jamais le savoir. Au début, j'ai essayé de le retrouver pour savoir déjà si elle me disait la vérité, si c'était vraiment un client ou alors une relation qu'elle a eue. Et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai dit de toute façon, s'il doit réapparaître, il réapparaîtra et ça sera comme ça. Il arrive qu'à un moment donné où il faut prendre une décision parce que l'enfant, il est là, il demande après moi, moi, elle me manque aussi. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je décide du coup de considérer Eleanor comme ma fille, vraiment, malgré qu'elle ne soit pas de mon sang. Quand on me prend l'âme, on me prend les branches. Et puis vu que j'ai quand même malgré tout des sentiments pour Sarah, je décide de reprendre tout le monde à la maison, quoi. J'avais pas peur de m'autoriser à l'aimer parce que je l'aimais déjà, mais j'avais peur de me sentir coupable si je l'abandonnais. J'avais peur de regretter mon choix et je savais pas comment gérer la situation. Ouais. Après, pendant plusieurs mois, en fait, finalement, tout se passe bien, puisqu'on se dit qu'il y a des problèmes dans toutes les familles, dans tous les couples, et qu'on va réussir à surmonter ça ensemble. Mais voilà, en 2019-2020 à peu près, on se sépare avec Sarah. Aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans, tout se passe bien. Elle est à l'école, elle est en CE1 et elle est épanouie. À l'école, les gens sont assez moqueurs et ça commence très tôt. Les gens lui ont demandé très tôt pourquoi elle était métisse alors que son papa et sa maman étaient blanches. Moi, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'étais son papa de cœur et que c'était pas moi qui avais mis la petite graine dans maman. Mais après, pour elle, ça change rien, quoi, hein. Pour elle, elle vit le truc. Après, je pense que plus tard, effectivement, quand elle aura 15 ou 16 ans, elle posera des questions beaucoup plus pointues, je pense. Forcément, j'ai peur que quelqu'un revendique ma fille, même encore aujourd'hui, même si de façon légale elle ne peut plus le faire. Si un jour elle retrouvait son père biologique, forcément ça serait un bouleversement dans sa vie. Et déjà que sa vie est compliquée et qu'aujourd'hui on a trouvé l'équilibre, j'ai pas envie que tout l'équilibre que j'ai créé parte en fumée. Quoi qu'il arrive, peu importe ses décisions, moi j'aurais fait ce qui était le meilleur pour elle. Et j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle va grandir et s'épanouir dans la vie. J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui, je l'aimais en tout cas. Un jour, je reçois un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. J'ouvre ce message par curiosité. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Il a répété le même schéma avec les autres filles. Je m'appelle Léna et j'ai découvert que mon copain avait 2 autres femmes dans sa vie. J'ai rencontré cet homme-là sur une application de rencontre. On s'est parlé pendant quelques temps sur les réseaux sociaux avant de se voir et voilà, on s'est vu dans un bar à Paris pour notre premier date. Cet homme-là, c'était quelqu'un qui aimait bien les belles choses et les beaux endroits, donc c'est vrai que quand on sortait, la plupart du temps, il m'emmenait dans des endroits chouettes que moi je connaissais pas de base. J'étais très attachée à lui, on se voyait très souvent, la plupart du temps j'étais chez lui. Donc oui, je pense qu'il y a un moment où on peut dire que je l'aimais beaucoup.
Il n'y avait rien qui te laissait entrevoir des choses? À ce moment-là, non. Déjà, il n'y a pas de signes avant-coureurs, de trucs étranges qui se passent autour. Et en plus de ça, on est tout le temps ensemble. Donc je peux même pas me dire qu'il y a des choses à côté parce que je passe tout mon temps avec lui. On allait beaucoup boire des verres dans Paris. On est surtout allés au Mexique ensemble parce qu'il m'a invité aux vacances familiales. Un jour, je suis à la caisse du supermarché et je reçois un message, un DM Instagram d'une fille que je ne connais pas. Je me dis que je vais d'abord sortir de là où je suis, enfin je finis ce que j'ai à faire et une fois que je monte dans ma voiture, j'ouvre ce message par curiosité. Coucou, j'aimerais qu'on discute, libre à toi de m'écouter. Cette fille-là me dit que je ne suis pas toute seule dans cette histoire et qu'elle va faire un groupe. Du coup, je me retrouve dans un groupe Instagram avec 2 autres nanas. Et en fait, on m'apprend que cet homme-là, que je côtoie depuis presque 1 an, côtoie aussi ces filles-là en parallèle. Il est trop étrange, mais il était affectueux avec vous? Je suis choquée. Je vivais chez eux et j'avais les clés. Je me demande juste s'il était en couple avec une 4e, parce que là, waouh! Et du coup, je me dis que je vais appeler cette personne pour juste valider ce qu'on est en train de me dire, parce que c'est vrai que ces filles-là, de base, je les connais pas. Quand je l'appelle et que je lui demande c'est qui machin, en parlant des filles, des autres filles, il essaie pas du tout de me contredire ou de me dire que c'est faux. Il essaie d'un peu d'enjoliver la situation en me disant que c'est des filles qu'il voyait il y a longtemps, mais c'est vrai que du coup, j'ai les infos sur mon téléphone qui arrivent en temps réel et il essaie pas de se défendre. Donc j'ai tout de suite compris que en fait, tout ce qu'on me racontait était vrai. Plus je parle avec ces filles-là, plus on se rend compte qu'il y a un soir où, par exemple, il devait en voir une autre, mais qu'il a annulé, on ne sait pas pourquoi. On met toutes les dates en corrélation, on se donne un peu des infos sur qui était où et quand. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il n'était pas avec une, il était avec une autre, quoi. Ce qui m'a plus fait peur, c'est qu'il a répété le même schéma avec les autres filles. C'est-à-dire que le premier rendez-vous avec les autres filles, il l'a fait au même endroit, les mêmes surnoms. Ils fréquentaient les mêmes endroits ensemble. Comme j'ai dit, j'étais en vacances avec sa famille au Mexique, il en avait invité une autre également. Il répétait le même schéma avec les deux autres filles. Tout pareil. Tout pareil. Vraiment, quand je suis au pied du mur et que j'apprends la nouvelle, j'avoue que je suis un peu désemparée et surtout que mon téléphone ne s'arrête pas de sonner en fait, parce que du coup, dans ce groupe, toutes les filles commencent à s'exciter un peu et à se donner plein d'infos. Et moi, je viens d'apprendre la nouvelle, elle le savait déjà. Pour moi, il y a 0 doute. Il y a des jours, il m'apportait le petit déjeuner au lit et d'autres fois, j'avais envie de sauter de la fenêtre. Donc je suis un peu trop stimulée de tous les côtés. Donc quand je l'apprends, je fais une pause, j'éteins mon téléphone. Après avoir appris la nouvelle, j'ai mis quelques jours à m'en remettre, évidemment, parce que c'est jamais des nouvelles très faciles à encaisser. Je pense que si personne ne l'avait découvert, ça aurait pu durer très longtemps. Et en parlant avec ces filles-là, et ces filles-là ont fait un peu leur enquête, elles ont découvert qu'il y en avait d'autres, qu'on n'était pas les seuls. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si elles ont pris contact avec ces filles-là comme elles l'ont fait avec moi, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Donc vous étiez beaucoup plus que 3? Oui, on était beaucoup plus que 3 au final. Je me rends compte très rapidement que je vais être triste, oui, mais que je ne pourrai rien reconstruire avec cette personne. Demain, il me dira qu'il fait beau dehors, je le croirai pas. Ça m'a quand même aidé de savoir que j'étais pas seule et qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient vécu de la même manière que moi et avec la même personne en face. Je pense qu'il y avait quand même un mal-être quelque part, peut-être un problème de confiance en soi qui le poussait à chercher des attaches avec différentes personnes.
Maniaque peut-être pas, mais il y avait un problème quelque part, oui. S'il voit cette vidéo, je lui dirais que j'espère qu'il va mieux. Parce que, au fond, il allait pas bien. J'espère qu'il est dans une relation amoureuse stable. Aujourd'hui, je vais très bien. Je suis complètement passée à autre chose. J'ai un chéri super. Qui, j'espère, n'a pas 3 autres femmes dans sa vie. Je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces. C'était la médaille d'or au JO en matière de mythomanie. Moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Je m'appelle Julien Marty, je suis tombé amoureux d'une mythomane. Le 26 juillet 2015, je découvre un message d'une fille que j'ai rencontrée 30 ans auparavant. Elle prend contact en me disant « Comment va ta vie ?» Salut Julien, ça fait longtemps. Comment tu vas depuis tout ce temps? On se raconte nos vies respectives. Je l'invite à manger chez moi et elle accepte. Et le jour où elle arrive, j'ai préparé une belle table, l'ascenseur arrive, la porte s'ouvre. Je vois tout de suite qu'elle est soignée, elle est bien coiffée, elle est souriante et je suis déjà sous le charme. On se sourit tout de suite et je la fais rentrer. Après l'apéritif, je lui propose de passer à table et elle vacille légèrement. Donc moi je m'amuse et je lui demande si elle est beurrée après 2 verres de vin. Elle me répond que non, que c'est à cause de sa hanche et qu'elle m'expliquera. Donc moi je pose pas plus de questions, on passe à table. Et l'attraction physique à ce moment-là est très présente. Et donc, à un moment donné, je l'embrasse. Ce premier baiser est magique. J'ai le sentiment voilà, d'être complètement déjà tombé amoureux d'elle. Le lendemain, on se retrouve en terrasse. Là, je lui dis, explique-moi maintenant tout ce que tu voulais me dire. Elle m'explique qu'elle a eu un cancer du sein 8 ans auparavant, qu'elle est en rémission totale, que la chimiothérapie qu'elle a subie a endommagé sa hanche, ce qui explique le vacillement de la veille après l'apéro. L'explication pour moi est totalement plausible. À peu près 3 semaines après notre rencontre, elle me dit « j'ai à nouveau un cancer. Et cette fois-ci, c'est à l'ovaire. » Je suis abasourdi par la nouvelle. Le monde s'écroule. Des examens sont pratiqués. Le stade est trop avancé. Je lui dis, écoute, tu l'as vaincu une fois, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas une seconde fois. J'ai l'envie de l'accompagner aux différents rendez-vous médicaux. Je préfère y aller seule, mon cœur. Tu m'accompagneras pour d'autres rendez-vous. Je suis pas très en forme. Je m'étonne du fait qu'elle refuse quelque part cet accompagnement. Quelques jours plus tard, ce sont des métastases au cerveau qui surgissent, avec des absences, des moments de confusion, des pertes de mémoire immédiates. Un jour, elle m'appelle et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Là, je tombe des nues. Je me demande comment il est possible de tomber enceinte avec un cancer aux ovaires. Je pète un câble, je vais dire, et c'est quelque chose que je peux absolument pas envisager. Un fœtus qui grandit dans le corps d'une femme malade, j'ose pas imaginer
Dans quel état ce bébé vient au monde. Donc je lui dis qu'il n'est absolument pas question de le garder, quoi. Le lendemain, au réveil, elle m'explique qu'elle va faire ce qu'il faut pour le faire disparaître et qu'elle ne m'en parlera plus jamais. Il y a toute une série de choses évidemment qui posent question et malgré tout, quand je la confronte, elle a le chic de retomber sur ses pattes tout de suite. Un matin, elle me tend une lettre écrite par sa fille. Sa fille lui explique qu'elle la comprend. Elle comprend très bien le fait qu'elle soit si fatiguée après tant d'années de lutte face à la maladie. Cette lettre, je la lis et je m'étonne d'une chose, c'est qu'elle est tapée à l'ordinateur. Donc je suis très étonné de cette lettre. Mais ça passe, encore une fois, comme tout le reste. La même semaine, 3 personnes de mon entourage me disent est-ce que là, t'as pas vraiment l'impression d'être manipulé? Et je dis oui, vraiment, j'ai l'impression. Donc, je décide d'agir. Et donc, je décide d'appeler sa fille pour la féliciter, en fait, de la très belle lettre qu'elle a écrite à sa maman. J'ai dit, c'est une lettre dans laquelle ta maman t'annonce qu'elle veut mettre fin à ses jours et tu lui expliques que tu la pardonnes, que tu comprends et que tu vas t'occuper de ta petite sœur, etc. Elle me dit, mais attends, maman, je sais qu'elle va pas très bien, mais elle va pas mourir. Hein. J'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment conscient de l'état de santé de ta maman? Je dis, parce que moi, ça fait 4 mois qu'elle va mourir dans 3 semaines. Et tu as parlé de ça? Et là, elle me dit, mais non, pas du tout. Moi, j'ai jamais écrit en ces termes à maman. Et certainement pas il y a 3 semaines. Tout s'écroule. Je tombe du 20e étage. C'était vraiment très, très douloureux. À partir de ce moment-là, je me lance dans une enquête. J'appelle entre autres la gynéco qui a pratiqué la laparoscopie et je lui dis que j'ai l'impression d'être manipulé par une de ses patientes. Et donc elle me répond que je peux vous dire que je ne l'ai pas vue depuis 2008. Je rappelle qu'on s'est rencontrés en 2015. Et elle me dit, je vous souhaite bon courage, monsieur. Je décide d'appeler en fait l'hôpital où elle était soignée 8 ans auparavant. Je me fais passer pour son médecin traitant. Donc je téléphone au service d'oncologie. La personne consulte les fichiers et me dit, mais écoutez, docteur, je suis désolé, j'ai rien du tout en oncologie. Et donc là, je comprends que non seulement il ne se passe rien maintenant, mais qu'il ne s'est rien passé 8 ans auparavant non plus. Je découvre que tout est faux, tout a été monté de toutes pièces et qu'en fait je suis face à une femme qui n'a pas arrêté de me mentir. Elle n'a absolument pas de cancer et je comprends aussi, deuxième coup de massue, qu'elle n'a pas eu de cancer 8 ans auparavant. C'est la chute vertigineuse, quoi. Donc elle rentre chez moi avec ses propres clés. Je me garde bien d'aller l'accueillir à la porte. Et elle débarque dans ma chambre. Je dis, écoute, maintenant ça suffit. Ça suffit, je sais tout. Alors là, elle est un peu perdue. Elle me dit, comment ça, tu sais tout, de quoi tu parles? Je dis, ben, je sais que tu n'es pas malade, que tu ne l'as jamais été. Je lui dis, voilà, tu as tout perdu, tu m'as perdu. Moi, je t'aimais, et là, je m'aperçois que tu m'as menti sur toute la ligne. Donc, je l'ai prié de sortir de chez moi et de ma vie. Je ne l'ai plus jamais revu. Ma sœur, elle m'a vraiment convié à l'accompagner chez un médecin. Et le médecin m'a dit, mais cette femme souffre du syndrome de Munchausen. Et c'est donc un syndrome assez rare, qui pousse les gens à
prendre des médicaments pour provoquer de faux symptômes et donc donner l'impression qu'ils sont malades. Ça s'accompagne de manipulation et de mythomanie. Elle était hyper entraînée, ça faisait 30 ans de mythomanie qu'elle gérait à la perfection. J'ai toujours dit, c'était la médaille d'or au JO, quoi, en matière de mythomanie. En comprenant en fait l'état dans lequel elle se trouve et la maladie, ça permet vraiment de relativiser les choses. Ça m'a permis d'abandonner tout ressentiment, toute colère à son égard. Il fallait quelqu'un à qui elle puisse raconter ses mensonges, quelqu'un qui y croyait. Mais je me suis aperçu aussi que j'avais probablement besoin d'elle pour exister à ma façon. Ça ne m'a pas empêché d'avancer dans la vie et en tout cas d'être vigilant et de ne plus rencontrer ce genre de personnes. Qu'est-ce qui me dit par exemple que toute cette histoire ne serait pas un mytho? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux dire qu'on pourrait croire que moi je suis mytho en racontant une histoire pareille. J'ai un certain nombre de preuves tangibles. Je dis pas que c'est l'histoire de tout le monde, c'est mon histoire. Ça a été le coup de foudre immédiat. Putain, le son que ça fait. C'était l'homme de ma vie. Et puis un jour, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé. J'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Je réponds, à qui je suis en train de parler là? Il me dit, écoute Luna, je suis désolée, j'aurais jamais dû te faire ça. Et là, c'est horrible, juste le choc. Je m'appelle Luna et mon ex m'a menti sur sa mort. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 16 ans, j'étais en première, ça a été le coup de foudre immédiat. On est sortis ensemble très très vite, c'était vraiment le type de garçon qui me plaisait. Putain, le son que ça fait. C'est dégueulasse. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, mais ça va pas durer, c'est quelqu'un qui est très instable. Et d'une certaine manière, je le suis aussi. On se confronte à énormément de problèmes et on vit une relation très très toxique. Lui, il a énormément de problèmes financiers, familiales, il a un passif très lourd. Et pour moi, c'est très dur à porter. Je pars parce que j'en peux plus. Et pendant quelques temps, tout va très bien. C'est la renaissance en fait. Je renais de cette relation-là, je me reconstruis, je sors, j'ai l'impression de respirer à nouveau. J'ai envie de faire la fête, de voir des gens, j'ai envie de découvrir le monde en dehors de cette relation. Au bout d'un moment, il disparaît, tout simplement. Et quand je dis qu'il disparaît, c'est juste qu'il répond plus à des messages, on le voit plus trop sur la surface de la Terre, alors que c'est quelqu'un qui a envie d'être vu, qui est très sociable, qui aime être avec des gens, être remarqué. Et donc moi, je trouve ça bizarre. Comme il avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens, moi j'étais inquiète pour sa vie. J'avais peur que quelqu'un ait essayé de se venger de plein de choses. Et ça m'inquiète aussi parce qu'il doit beaucoup d'argent et aussi à moi. Et du coup j'ai entamé des démarches de plusieurs côtés. D'abord avec sa maman. Et je la contacte en lui disant voilà, est-ce que tu sais où est ton fils? Mais c'est très compliqué parce qu'elle parle vraiment pas bien français et que surtout c'est pas une maman qui est très présente. C'est pas une maman cocooning, une maman sympa. Elle est très distante, très froide et elle s'est pas beaucoup occupée de lui. Donc elle est en mode t'inquiète, il est en train de faire sa vie, tu le connais, ça lui ressemble. Sauf que moi je le connais pour de vrai et ça lui ressemble pas du tout. Et puis là l'inquiétude commence à monter parce qu'en plus je contacte le proprio qui me dit qu'il n'a pas payé le loyer, qu'il est rentré dans l'appart, que c'est dans un état lamentable. Il y a plein de petits points qui me font dire il lui est arrivé malheur mais j'arrive pas à mettre le mot sur quoi. Et puis surtout, je vais dans l'appartement parce que j'ai aussi les clés et il a laissé toutes ses affaires. Il y a tout. Et on dirait qu'il a disparu de la surface de la Terre. Je vais vraiment commencer à le chercher activement et là, je deviens même un peu paranoïaque. Je commence à le chercher de partout, à attendre devant les endroits où il aurait été vu pour la dernière fois et rien. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone parce que j'écrivais à des gens, tu l'aurais pas vu, tu sais pas où il est, de quelqu'un que je connais pas.
qui me dit « Ouais, il paraît que tu cherches ce garçon. » Et je lui dis « Oui », il me dit « Mais Luna, si tu le cherches, il est au fond du caniveau, mort d'overdose, en train de pleurer ton prénom. » Ça n'a aucun sens pour moi, c'est lunaire, je ne comprends pas. Et ça me fait très très peur, parce que là, à ce moment-là, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il a disparu, donc ça fait long. Je contacte la maman en disant « Bon, là, on va peut-être s'inquiéter un petit peu pour de vrai et arrêter de planer. On m'a dit ça vous inquiète pas ?» Et elle me dit « Non, 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 je connais mon fils. T'inquiète pas. » Et elle arrête pas de me dire, je lui dis « Moi, je vais appeler les flics, je vais appeler la police, je veux qu'on m'aide à le retrouver. Enfin, c'est pas normal. » Elle me dit « Non, contacte pas les autorités, parce que sinon, quand il va revenir, il va avoir des problèmes. Tu sais qu'il a des problèmes avec la justice. » Moi, à ce moment-là, j'ai 18 ans, donc c'est très compliqué de dire non à un adulte. À peu près 2 semaines plus tard, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé, que j'avais raison. Tu avais raison, Fabien. Il est mort depuis plusieurs semaines. La police m'a téléphoné pour me dire qu'il était mort d'overdose. Elle me dit que vu que je l'avais laissé, il était seul et qu'il n'a pas réussi à vaincre tous ses démons. Donc moi je tombe des nues, mais il y a une partie de moi qui ne la croit pas. Comment on annonce ça à quelqu'un? C'est affreux. Elle me dit si tu l'avais pas abandonné, il serait toujours avec nous. Elle me le répète ce genre de phrase. Je lui envoie un message 2 jours plus tard et je lui dis je veux venir à l'enterrement. Et elle me dit que son corps va être rapatrié en Italie, que c'est un tombeau familial qu'elle veut pas. Elle m'envoie d'ailleurs une photo d'une tombe qui est complètement floue. Dessus, il y a son 2e prénom et son nom de famille. Et en fait, moi, je suis là en mode c'est sa tombe, ça me fait une émotion de dingue. J'ai eu beaucoup de mal à le dire autour de moi et à rendre ça concret parce que j'étais à ce moment-là très éloignée de tous mes proches. Et du coup, quand les quelques personnes à qui je les ai dit m'ont dit mais tant mieux, c'est tout ce qu'il méritait. J'ai entendu ce genre de phrases. J'étais très très seule, je sortais pas beaucoup. C'est vraiment là une période où je suis tombée au plus bas, j'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre, parce que je vivais avec ce truc-là de c'est ma faute si j'étais pas partie. Il serait toujours là, et je me disais je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Et puis ensuite j'ai déménagé. Je rencontre des gens incroyables qui me font beaucoup de bien, je renais et surtout je peux parler de lui à des gens qui ne le connaissent pas. J'étais entourée, ça me faisait du bien. Quelques mois passent et on est le jour de Noël. La dernière fois que j'étais venue dans cette maison de famille, c'était avec lui, donc les souvenirs me remontent un peu à la tronche. À ce moment-là, ma famille, c'est toujours compliqué. Je me sens hyper isolée, en fait, j'ai pas envie d'être là, je me sens pas bien. Et je sors dehors pour aller fumer une cigarette. Je prends mon téléphone et j'écris à la maman. Et je la défonce. Mais je la défonce. Je lui dis que je sens qu'elle me ment depuis des mois, qu'elle me donne pas des informations. Et puis dans tous les cas, je trouve ça horrible de pas m'autoriser à venir me recueillir et m'aider à faire mon deuil. Et en fait, j'ai besoin que cette haine, cette colère que j'ai là à cet instant T, du fait de me sentir rejetée, elle aille sur quelqu'un et ce sera elle. Je vous déteste! Dans le message, je lui dis que je vais très mal, ce que je ne disais pas beaucoup. J'ai chéri votre fils pendant plus de 3 ans et vous ne m'avez même pas aidé à faire mon deuil. Je reçois une réponse et c'est écrit dans un français très bon, il n'y a pas de faute, alors qu'elle, elle fait 1 mot sur 3 en français, arabe et italien. Et ça me dit, profite de tes fêtes, Luna, on en parlera plus tard, je pense que tu mérites de profiter de tes fêtes, quelque chose comme ça. Je sais pas à qui je parle, donc je réponds à qui je suis en train de parler là. Et il a même pas écrit son prénom, il a pas eu besoin, il a juste dit écoute Luna, je suis désolée, je pleure en écrivant ce message, j'aurais jamais dû te faire ça. Je suis désolée, voilà, il écrit. Et là c'est horrible, en fait c'est horrible parce que je ne sais pas ce que je dois ressentir. À ce moment-là, j'en sais rien. Est-ce que je suis contente? Il est en vie. Voilà. Est-ce que je suis en colère? Mais t'es sérieux, mec? Est-ce que je suis... J'en sais rien. Je suis juste là, face à ce portable, que je regarde, comme ça. et je réponds rien. Et là, je déconnecte. Je retourne dans ce repas de famille. Et je me souviens de rien. Je me souviens pas être rentrée chez moi. Je me souviens pas avoir dit au revoir aux gens. Juste le choc. Je m'étais construite sur ce deuil-là.
Et ça pourrait paraître comme quelque chose qui nous soulage, mais quand ça fait 10 mois que tu te tapes avec ça, que tu te bats au quotidien, c'est horrible. Je me sens un vide, un truc, c'est un scénario de film, c'est pas quelque chose que les gens font dans la vraie vie. Pendant ces 10 mois, sa maman, moi je vais la croire sur parole en fait. À partir du moment de la photo de la tombe et puis d'elle qui me parle tous les jours de ça en fait, ça devient une réalité. Et puis de toute façon il réapparaît pas, il a disparu de partout. À aucun moment, enfin quand on est dedans, à aucun moment on se dit il va simuler sa mort. Ma théorie, et c'est une théorie, c'est que quand il a su, quelqu'un avait dit si tu le cherches, il est au fond du caniveau, il a surfé sur cette vague-là en se disant bah au moins je suis débarrassée. Et il a dit à sa maman, fais ça, ça va me sauver la vie. Puis sa maman c'est pas quelqu'un de très réfléchi, elle est plutôt dans le je suis le mouvement. Il y a aussi une théorie où c'est lui qui m'écrit derrière le téléphone en fait tout le long. Donc c'est une possibilité aussi, j'aurai jamais la réponse. Souvent, dans les pires épreuves, on trouve les plus grandes victoires. C'est pas mon cas. C'est sûr que ça m'a endurci, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc j'en suis contente. Mais ça m'a plutôt laissé des traumas qu'autre chose. C'est très compliqué de faire confiance, c'est hyper dur. Et puis une terreur de la mort, que la personne parte. Quelqu'un ne me répond pas pendant 5 minutes, il est décédé. Il y a beaucoup ce truc-là de confiance, de peur qui s'est instauré, mais je travaille dessus. Je bosse dessus, mais je pense que ça me suivra toute ma vie. Je méritais pas ça. Je méritais mieux. Tout va bien pour moi aujourd'hui. J'ai juste à travailler sur les petites choses qui malheureusement m'a laissé, mais c'est tout ce qui me laissera et aussi bien dans 10 ans, ce sera bon. Ingrid, au moment de partir, m'embrasse. Et puis derrière, vous savez que c'est pas autorisé, quoi. Et que vous pouvez être puni à tout moment. Je suis Marc Fassier. J'ai dû quitter mon ministère de prêtre par amour. Je suis rentré au séminaire pour me préparer à devenir prêtre et je suis devenu prêtre en 2004. Il fallait avant tout être très obéissant à ce que les supérieurs me demandaient. Donc, au bout de 2 ans, ça a été assez difficile pour moi, un sentiment d'oppression. J'avais l'impression qu'il me manquait un peu quelque chose. Vous savez, quand vous êtes prêtre, on vous regarde un peu comme parfois un peu comme un extraterrestre. Vous êtes un peu un homme impart, un homme sacré. Il m'arrivait d'aller faire mon footing de temps en temps. Et quand les gens me croisent, des paroissiens, j'entends en short, basket, ça, et ils ont un regard un peu surpris. D'un seul coup, on a l'impression d'être quelqu'un de différent. On a l'impression que le prêtre doit toujours être en aube dans son église, quoi, et que sa vie humaine intéresse peu finalement les gens. En 2017, j'étais dans une paroisse du nord de Paris. Un acte assez anodin, on va dire, du ministère de prêtre, c'est-à-dire préparer un baptême d'un enfant, a fait que j'ai croisé la route d'Ingrid. Au fur et à mesure, il y a une amitié qui s'est construite entre nous, beaucoup d'échanges. Ingrid me parle de ce qu'elle vit de difficile. On parle, et puis ça nous rapproche. Fin 2018, on prend le thé, tout simplement, et au moment de partir... Plutôt que de lui faire la bise, je l'embrasse sur la bouche, quoi. Elle part un peu en disant qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas abîmé notre amitié. Je sors de chez lui, je m'en vais, et là, tout de suite, je lui écris un SMS. Je lui dis je suis désolée. Je lui réponds c'est ce qui devait certainement se passer. D'un seul coup, ça prend une autre dimension. Pour moi, ce baiser, c'est une révélation en fait. C'est là. Ce que j'ai cherché au fond de moi-même, c'est là. Au début, vous dites pas tout de suite, ça y est, je vais tout quitter. Demain, je fais mes valises, je quitte ma paroisse
Et je m'en vais. Vous savez que c'est pas autorisé, quoi. On a peur, d'une certaine manière, de la hiérarchie. Elle n'est pas prête à accueillir ce que vous vivez, si ce n'est en vous disant la règle c'est ça. Et si tu respectes pas la règle, tu sors. Par la force des choses, on est obligé de se cacher. Donc on essaye de se retrouver, oui, dans des endroits où on va pas être reconnu. On se donne des rendez-vous dans les rayons des magasins. On se retrouve dans le rayon de la lingerie féminine. Et je suis là toute guillerette en train de lui montrer « Ah, regarde, ça c'est la petite culotte, elle est sympa ». Et d'un seul coup, je me retourne et je vois Marc blême qui change de couleur et qui s'en va. Je tombe des nez avec une paroissienne. Et c'est une expérience un peu particulière. Du coup, on finit par s'octroyer des petits week-ends où lui, il était du coup pas pris par la paroisse. Le premier vrai week-end qu'on s'est fait, c'était en Corrèze. On avait loué un petit gîte et on était perdus dans la montagne. Il avait neigé, c'était juste magique. Et là, d'un seul coup, on peut se donner la main dans la rue, on peut avoir des gestes de tendresse dans les restos. Enfin, ça devient une vie normale de couple. Un jour, on est dénoncé. Il y a une lettre anonyme qui arrive sur le bureau de votre supérieur hiérarchique, l'évêque. Et là, il me dit « J'ai reçu une lettre anonyme concernant ta relation avec une certaine Ingrid ». Et puis lui me tend un décret de suspens, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, qui m'interdit du jour au lendemain d'exercer toute pratique du ministère. J'ai l'impression qu'il réagit comme si j'étais un prêtre, un agresseur sexuel d'enfants, quoi. Voilà, un prêtre pédophile, autrement dit. Ça, c'est d'une grande violence. On efface la vie d'un homme pendant 17 ans parce qu'il a rencontré celle qu'il aime et qu'il est aimé par elle. J'étais très investie au sein de la paroisse, je faisais énormément de choses. Et du jour au lendemain, on m'a évincée de tout, mais sans aucune explication. J'en pleurais, pour moi, c'était très très dur, quoi. Je dois quitter mon ministère, ma paroisse, et je dois quitter aussi mon métier d'enseignant à l'Université catholique. Il faut vous retrouver à zéro, il faut se remettre en route, aller chercher du boulot. Et puis là, quand vous commencez à chercher du boulot, vous faites comme tout le monde, c'est-à-dire vous appelez Pôle emploi. Quand j'appelle Pôle emploi, je suis dans aucune case, quoi. Vous avez été prête, d'accord, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi. Enfin, on sait ce que c'est, mais ça ne rentre pas dans nos cases, donc vous n'avez pas droit aux allocations chômage. En plus, vous sortez d'un moment où on vous a culpabilisé, vous a rendu fautif d'une certaine manière, et donc il faut peut-être bien 6 mois pour commencer à retomber sur ses pattes. On vit une vie de famille totalement normale, c'est-à-dire qu'on part en vacances ensemble, on part voir nos familles respectives, on fête Noël, on fête l'anniversaire, enfin une vie de famille, on ne peut plus normale. On désire se marier avec Ingrid. Bon, on ne va pas se marier à l'église a priori parce que ça va être très compliqué. On se sent libre, on se sent heureux, épanoui et du coup on a la quarantaine et on a encore de belles années devant nous.